il faut que l'on parle de cet épisode de SmackDown qui s'est tenu de ce fait dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 novembre. Milwaukee, Wisconsin, dans la route, bien évidemment, des Survivor Series. Au programme de cet épisode, vous allez le constater comme moi-même, 2 matchs de championnat. Naomi challenge Nia Jax pour le championnat WWE Women. Et les championnats par équipe seront défendus par les Motor City Machine Guns face à leurs challengers, les Street Profits, qui ont coiffé au nez et à la barbe de Tommaso Ciampa et de Johnny Gargano cette opportunité. Ça n'avait pas plu à Ciampa la semaine dernière. Nous verrons quelles conséquences il y aura à tout ça. Bien évidemment, fil rouge de cet épisode, la Bloodline. Il faut trouver des 5e membres. Voilà. Solo Sikoa, il s'est mis dans la panade et il a mis tout le booking dans la panade en disant c'est 5 membres pour les Wargames de Survivor Series. Alors il va falloir en trouver un 5e. Mais ce n'est pas la Bloodline qui va ouvrir cet épisode. C'est Cody Rhodes, un homme fâché, un homme en colère, un homme blessé puisque son copain Randy Orton a été blessé, victime d'un terrible accident de pile driver. Move banni à la WWE depuis 11 années. Randy Orton évacué sur une civière. Cody à son chevet. Kevin Owens a outrepassé les règles. Et Cody Rhodes, vous le voyez sur cette image. Ah, il en a gros. Il n'est pas content. Il n'est pas content de ce qui s'est passé. Il s'est senti impuissant face à la situation. Randy, mon Randy, t'as toujours été là pour moi. Et voir en plus que c'est quelqu'un que j'ai considéré comme un ami, Kevin Owens, qui a fait cette action terrible face à toi. Kevin Owens, viens me confronter sur ce ring si t'es un homme. Allez, on est reparti de ce fait. On est en train de rebâtir le momentum de Kevin Owens comme Jaja et de le construire en antagoniste principal pour Cody Rhodes. Je ne sais pas pendant combien de temps. C'est, vous en doutez, le programme d'attente avant de lancer la route de WrestleMania de Cody Rhodes. Un programme d'attente qui pourrait se poursuivre jusqu'au Royal Rumble. Pourquoi pas, hein, parce que ça a l'air d'être une affaire quand même bien sérieuse. Et pas un arc inintéressant, je trouve. Cody Rhodes n'aura pas de réponse de Kevin Owens. C'est ce très cher General Manager de SmackDown, Nick Aldis, qui va venir au ring et dire à Cody Rhodes de se calmer, de se détendre, puisque Kevin Owens, au vu de ses agissements la semaine dernière face à Randy Orton, en outrepassant les règles de WWE et en portant un pile driver, vous vous rendez compte quand même, c'est un pile driver quoi, les frères, oh, on est sérieux. Eh ben il a été suspendu bien sûr, bah oui, on veut mouvement interdit, suspension. Voilà, et moi je m'y connais en termes de suspension, j'en suis malheureusement victime des fois dans le catch français. Suspendu, pas de Kevin Owens qui n'est pas venu, n'a pas été autorisé, et évidemment c'est la déception côté Cody Rhodes qui va tenter d'impliquer émotionnellement Nick Aldis pour faire changer les décisions. Écoute Nick, toi et moi, on a été catcheurs. Toi et moi, on sait ce que c'est qu'avoir des amis, de la loyauté, de voir des gens souffrir. Randy Orton c'est très important pour moi, et en suspendant Kevin Owens, tu l'empêches de répondre de ses actes face à potentiellement la justice que je pourrais incarner. Parce que est-ce qu'il incarne la justice, Cody Rhodes? Quoi qu'il en soit, c'est ce babyface héroïque. Très bonne delivery, très bonne promo de Cody Rhodes qui réclame à ce que Kevin Owens soit levé de suspension pour pouvoir régler ça au clair face à lui. Et Nick Aldis va valider cette situation. Il va autoriser Kevin Owens à revenir la semaine prochaine. On sera au Delta Center de Salt Lake City, un endroit que je connais bien désormais, pour cette confrontation entre Cody Rhodes et Kevin Owens qui se feront face pour tirer les choses au clair et probablement officialiser les choses. Est-ce que ça sera un match entre les deux du côté des Survivor Series? Est-ce qu'on va déjà le faire à ce moment-là? Quoi qu'il en soit, au moment où on se parle, il n'y a pas d'autres challengers potentiellement désignables pour Cody Rhodes, alors allons-y. Segment suivant, Jimmy Uso, il est au téléphone avec on sait pas qui, mais la situation, elle craint. Tu vois, les visages, ils changent, il y a moins de sourires. Il retrouve Jey Uso et Sami Zayn qui visiblement sont autorisés à se balader du côté de SmackDown. Bon, hein, là, on split, tout ça, bon, on oublie. On est à la recherche du 4e membre et ça semble puer. Hein. On a contacté tout le monde, personne veut venir. Sami Zayn, il va dire attendez les mecs, attendez, j'ai peut-être encore une idée, j'ai peut-être dans les derniers retranchements, etc. On n'a pas demandé à Apollo Crews. Non, il n'a pas dit on n'a pas demandé à Apollo Crews, alors que ça ferait sens. Hein, souvenez-vous, Apollo Crews, qui avait été reçu à l'époque par Paul Heyman et Roman Reigns, et c'est là qu'il était devenu le mec nigérian, tout ça, quoi, et qu'il avait pris le titre intercontinental. Pas Apollo Crews, non, pas Apollo Crews, pas Giovanni Vinci, qui est porté disparu, voilà, et encore moins Baron Corbin, puisqu'il a été viré. Donc oui, il reste plus grand monde, mais Sami Zayn a une idée. Il y a encore une personne à qui je peux aller parler. Et bien on le découvrira, le fil rouge. Bayley fait son arrivée au ring, elle va prendre part à un combat Triple Threat pour le premier tour d'un tournoi qui couronnera la championne des États-Unis.
Il n'y a pas de contre-annonce du côté de Monday Nitro, il n'y a pas de championnat intercontinental féminin créé, c'est une exclusivité de ce fait pour SmackDown. Et là, où, vous le découvrirez, Michael Cole nous a induit en erreur la semaine dernière, le tournoi ne concernera, on verra le tableau après ce match, ne concernera que des lutteuses de SmackDown. Et je me suis dit, mais ils ont réussi à trouver autant de monde? Et bien figurez-vous que oui, il y a bien 12 lutteuses actives du côté de SmackDown. Or Nia Jax, ça ferait 13. Waouh! Donc il y a de la compétition quand même à SmackDown. Hein. Pour un roster de 13 lutteuses, il y a quand même potentiellement, tu vois, 3 championnats à aller chercher. Quoi. Le championnat women, le championnat par équipe et désormais le championnat des États-Unis. C'est pas mal. Donc la ceinture, elle est présentée, elle est là, elle est posée. Elle est un peu petite. Voilà, elle est petite, c'est une petite ceinture. Et les adversaires de Bayley pour ce match ne sont nul autre que Candice LeRae, avec qui il y a une histoire à raconter, puisque Candice a perdu la semaine dernière contre Bayley, et Candice devient un peu machiavélique, et B-Fab, qui était un petit peu la curiosité de ce match, parce que B-Fab, on ne lui connaît pas, a une excellente expérience en tant que workeuse. Elle a plus souvent été connue en tant que manager du côté de WWE, mais quelques fois où elle est venue dans le ring, elle a toujours essayé de s'appliquer le plus possible. On a eu un combat qui a duré 9 minutes 53, j'ai pas grand chose à reprocher à ce combat qui s'est plutôt bien déroulé, les spots étaient cohérents et il y a eu un véritable effort fait pour essayer de faire briller, je trouvais, B-Fab. Qui a eu des bonnes near falls, qui a eu des bons dégagements, qui a foiré aucun de ses moves et qui était assez original. Peut-être le mouvement de la soirée, c'est cette tentative de powerbomb superplex contrée par Candice LeRae qui va finir en crossbody sur Bayley, pour un compte de 2 malheureusement. B-Fab a eu des bonnes offenses, elle a réussi à se défendre correctement, mais un subtil contre de Bayley en fin de match va permettre de la piéger dans un roll-up. Et ouais, c'est assez étonnant que Bayley remporte une deuxième fois consécutive un match avec un roll-up à la WWE. Souvenez-vous, à Backlash en France, elle avait gagné aussi avec un roll-up. Donc est-ce qu'on essaye de mettre des tombées un petit peu techniques pour Bayley pour pouvoir lui donner des victoires un peu techniques, mais victoire de Bayley qui se qualifie pour le prochain tour et elle affrontera celle qui remportera le three-way de la semaine prochaine déjà, qui opposera Bianca Belair, Chelsea Green à Blair Davenport. Vous voyez également que dans le tournoi, on a un triple threat prévu entre Jade Cargill, Michin Miaim et Piper Niven. Et un dernier entre Naomi, Tiffany Stratton et Elektra Lopez. C'est vrai qu'on voit aussi assez peu catcher, parce qu'on la voit toujours en tant que manager de Legado de l'El Fantasma, mais Elektra Lopez est totalement capable, et je crois qu'on n'oublie personne dans le roster de SmackDown. Si on rajoute Nia Jax, ça fait 13. Ça fait 13 meufs. C'est pas mal, ça va. Intéressant aussi de voir que Bianca Belair et Jade Cargill sont considérés pour de la compétition solo. Est-ce qu'elles vont pas se confronter? Est-ce que la finale ne va pas opposer Bianca Belair à Jade Cargill pour lancer les hostilités de bonne fois pour toutes? On peut se poser la question. Sami Zayn a décidé d'aller voir qui? Il a décidé d'aller voir LA Knight. Yeah. On comprend que LA Knight, il n'a pas l'air intéressé. Là, on n'a pas l'audio. Ok, il met fin à la conversation, il se barre parce qu'il a un segment dans la foulée. Et Sami Zayn a l'air un petit peu perplexe en arrière-plan. LA Knight va venir pour un Open Challenge pour le championnat des États-Unis dans un instant, mais pas tout de suite, puisque avant, B-Fab va être, après sa défaite, alpagué par Piper Niven et Chelsea Green qui vont ouvertement se foutre de sa gueule. Oh, B-Fab, elle a perdu. Il l'appelle B-Flop. Chelsea Green, elle dit pas B-Fab, elle dit B-Flop. Ça m'a fait rigoler. B-Fab, elle a du répondant, et elle est surtout épaulée par Michin Miaim, qui vient lui prêter main forte, une petite alliance B-Fab-Michin, pourquoi pas. Et Michin, en plus de ça, elle rappelle à Piper Niven qu'elles s'affronteront, elles, dans un triple threat pour la suite de ce tournoi. Donc, les guerres entre Michin et Chelsea Green et Piper Niven ne sont pas terminées. LA Knight, yeah, qui est plutôt cool parce qu'il a à la fois la ceinture dans sa main et un t-shirt de lui avec la ceinture dans la main. Incroyable inception, j'ai envie de dire, c'est magnifique. Regarde cette ceinture, il fait « Bon, les amis, j'ai choisi de ne pas rejoindre le 5e membre de la Bloodline. Pour moi, non. Pourquoi? Parce que, déjà, je suis pas hyper copain avec Roman Reigns, mais en plus de ça, j'ai d'autres chats à fouetter, à savoir défendre ce championnat des États-Unis avec vaillance et honneur et remettre du prestige sur ce titre. Et c'est vrai que pour l'instant, je trouve le run de champion des États-Unis assez intéressant, même si j'ai l'impression qu'on va vite tourner en rond au niveau des adversaires. Alors, LA Knight, yeah, envoie son Open Challenge et qui répond? Ah ouais, on tourne vraiment en rond, hein, c'est Santos Escobar. Oh, j'ai eu un petit côté en moi, encore LA Knight, Santos Escobar, encore. On va être sauvé par un petit fait de jeu dans ce truc-là, parce que LA Knight va écouter Santos Escobar balancer les mêmes vannes que d'habitude. Escobar, si, voilà, flop, total flop, biflop, un biflop. Et en fait, le ton va plutôt monter entre LA Knight et Humberto Carrillo, enfin qui s'appelle Berto maintenant, c'est Berto. Berto,
Berto, il va dire, je sais pas si Santos Escobar, qui a le plus de balls entre ton gars, là, à côté, là, Berto, là, ou la meuf, là, Electra Lopez, qui s'est pris une balle, elle avait rien demandé. Et ben, on est parti à la pub, retour de pub, Berto contre LA Knight. Yeah! C'était un match plutôt décent, plutôt honnête, même si j'ai des meilleurs souvenirs des performances de Humberto Carrillo à cette grande époque où il confrontait notamment AJ Styles pour le championnat des États-Unis. Et d'ailleurs, chose fait marquant, Michael Cole qui dit c'est la première fois que Humberto Carrillo il a une opportunité pour un titre. Frérot, frérot, c'est dur quoi. Genre, donc Humberto Carrillo et Berto sont deux personnes différentes. Il a souvent été dans les courses pour les titres en solo, Berto. C'est juste qu'on l'a oublié quoi. Bon, voilà. Ouais, Santos et les Knights, ça aurait fait 10 fois que ça aurait lieu. Donc ça, c'est pas ça le match. Donc c'est bien, ça fait un peu de fraîcheur sur le papier. Il y a un suspense qui se crée, mais bon, personne n'y croit pour Berto malheureusement. Il se fait plier à la fin par la bonne descente du coude de LA Knight. Yeah! Et son BFT emballé, c'est pesé 1, 2, 3. Vainqueur et toujours champion des États-Unis. LA Knight. Mais qui Vlatipa qui l'attend derrière? Un homme habillé d'un grand peignoir avec des cheveux mouillés sur le visage, vous l'avez reconnu, peut-être pas tous, mais si, il est bien là. Il met un coup de coude, genre un Judas Effect, mais hyper chelou, pour sécher les Knights, et derrière, un grand coup de genou dans le visage. On ne l'avait plus vu à l'écran depuis le mois d'avril du côté de WWE, pourtant il avait bien pris part au live event, tout ça. Nakamura Shinsuke fait son retour dans le show bleu, fait son retour du côté de SmackDown, et passe un message à LA Knight. Alors, oui, il avait été drafté. Il avait été drafté à SmackDown. Il me semble qu'il était officiellement du côté de SmackDown. Et le Dark Nakamura a eu son petit effet, en tout cas sur les réseaux sociaux. Ça a l'air de vous enjailler. Est-ce que Nakamura n'est pas reconstruit pour être envoyé au casse-pipe face à LA Knight, ou est-ce qu'il va être une véritable menace pour aller chercher le championnat des États-Unis? En tout cas, ça a l'air d'être un Shinsuke Nakamura repensé, revisité, qui désormais arbore visiblement une nouvelle tenue bien plus sombre. Alors là, c'est Anakin Skywalker dans la saga avant de tourner heel et de devenir Dark Vador. Il a un face paint assez surprenant. Je suis curieux. Voilà, bon, c'est une énième fois où on retente de rebuilder Shinsuke Nakamura. Allez, j'ai envie de croire que peut-être cette fois-ci, est-ce que ce sera la bonne? Tout va dépendre de qui triomphera dans ce combat contre les Knights. Si Shinsuke Nakamura prend le titre des États-Unis, je dirais, allez d'accord, allez ok. S'il perd, j'ai plus d'espoir. Après, le règne des LA Knight de ce fait, s'il perd, je me dis, jusqu'à présent, c'était pas mal. Shinsuke Nakamura, ok, j'accepte, je valide, on aime bien Shinsuke, vous le savez, c'est un des meilleurs catcheurs de la planète, et il a pas toujours été récompensé à la hauteur de son talent, vous le savez. Jimmy Uso et Jey Uso, c'est un petit peu la S, on est à court d'idées. Qui peut nous rejoindre? Et malheureusement, Sami Zayn, il est dépité, et les Knights, ça l'a pas fait. Bon, il faut aller en parler à Roman Reigns, direction le bureau. Ils vont dans le bureau de Roman Reigns. Hop, ils ouvrent la porte. On est parti à la pub pendant ce temps-là. Retour de pub. Ils ont découvert... Roman Reigns, il est pas dans notre loge. Pourquoi il est pas là? Et Roman Reigns, il va arriver. Il va même pas calculer les trois derrière. Tu sais, il reprend un petit peu son esprit un petit peu arrogant, leader naturel du truc. Alors que bon, on a bien compris que normalement, la nouvelle OG Bloodline, il n'y avait plus de leader. Mais là, vraiment, cette arrivée un peu théâtrale de Roman Reigns qui s'assoit sans regarder les mecs... Si c'est pas le leader, si c'est pas son aura qui se dégage, attendez, on nous a menti sur la marchandise. Donc Roman Reigns, les mecs lui font comprendre, on a écumé tout le roster de Raw, de SmackDown, ils ont pas été à NXT, mais bref, on a trouvé personne, il y a plus personne qui nous faut confiance parce que voilà, tout ce que t'as fait par le passé, on laisse bien comprendre que c'est la merde. Et Roman Reigns, il faut que tu trouves une décision, il faut que tu prennes une décision, il faut qu'on trouve une solution, Roman, on peut pas rester comme ça. Et là, bam, Solo Sikoa fait son arrivée. Et Roman Reigns, il a la télé, il a SmackDown qui est branché. Mais il a pas SmackDown, parce que s'il regardait SmackDown, Roman Reigns, il verrait une image de lui en train de regarder Solo Sikoa. Mais non, même pas. Il verrait une image de lui en train de se regarder lui, en train de se regarder lui, en train de se regarder lui. Et à l'infini, là, on trouve un petit Solo Sikoa, tu vois. Donc ça ne va pas. Ça ne fait pas sens. Donc quelle est cette émission où on diffuse juste à Roman Reigns, Solo Sikoa fait son entrée? Bon. Ce n'est pas la télévision, ce n'est pas USA Network, Romanception, je ne sais pas. Mais Solo Sikoa fait son arrivée. Et Solo Sikoa veut peut-être profiter de cette faiblesse côté Roman Reigns pour peut-être annoncer son 5e membre. Pas du tout. Il arrive et il dit Milwaukee, acknowledge me, ça knowledge rien du tout, ça envoie la musique de Roman Reigns, qui s'est levé de sa chaise et qui a dit allez, on se casse, on y va. On va les confronter. Juste le temps de faire la petite pause emblématique, etc. Il n'y a pas le temps de se faire des politesses, de se parler au micro. Bagarre. On y va. Bagarre entre tout le monde.
des confrontations plutôt cool, dont notamment à la fin une confrontation en 1v1 entre Jacob Fatu, qui est quand même très over Jacob Fatu. C'est dommage que dans les matchs tag il soit aussi chiant quand il fait équipe avec Solo Sikoa, parce que vraiment en solo il y a un potentiel de zinzin pour ce catcheur. Et les gens réagissent très très bien à cette confrontation entre Jacob Fatu et Roman Reigns. Confrontation interrompue par l'arrivée du potentiel 5e membre côté Solo Sikoa. Ce n'est pas Hikuleo, bah non. Ce n'est pas Lance Sanoy, ce n'est pas un Samoan, c'est un Australien. Et c'est Bronson Reed, et oui monsieur, Bronson Reed, qui est venu défoncer Roman Reigns et prêter main forte à la bloodline de Solo Sikoa. Il termine sa séquence avec un tsunami porté sur Roman Reigns qui l'a vendu du feu de Dieu, expression faciale sur la tête de Roman Reigns. Mais qu'est-ce que c'est? Mais d'où ça vient? Et vous l'aurez compris, après cette arrivée de Bronson Reed qui lève le doigt, bloodline, à 2 doigts de faire I love you Solo, hein, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Lui, il a une opportunité, frère. Parce que LA Knight, c'est bien marrant de dire oui, non, ça m'intéresse pas, etc. Attendez, ça vous intéresse pas d'être dans le main event des Survivor Series aux côtés de Roman Reigns, peu importe, dans un Wargames, en termes de prestige, de fame, etc. Les gens ont dit non, ça nous intéresse pas. On a d'autres trucs. Joe Vinci fait non, je préfère être à la cantine. Bronson Reed, il a dit bah attends, c'est une opportunité de visibilité de zinzin. Depuis SummerSlam, je trouve que Solo Sikoa prend une véritable aura. Je pense que ça y est, on arrive quand même à un statut où on y va brique par brique, on laisse Solo Sikoa un petit peu plus s'exprimer. Et je suis assez convaincu par ce que je vois. Je commence à croire en cette bloodline, et ce qui a, je pense, capitalisé ça aussi, c'est le match à Bad Blood. C'est la victoire de l'équipe de Solo Sikoa face à un Roman Reigns, on l'a bien compris, un peu affaibli. Bien évidemment, la question qu'on va se poser, parce que qu'est-ce qui va se passer à Monday Nitro? On va se douter que le 5e membre logique sur le papier pour faire équipe avec Roman Reigns, ça sera Seth Rollins. On va travailler ça au corps côté Bloodline de Roman Reigns. Le recrutement de Seth Rollins qui avait dit pourtant jamais je ferai équipe avec Roman Reigns à nouveau. Il a fait trop de mal à ce métier, à cette industrie. La Bloodline, voilà, finito pipo. Je me suis sacrifié quand même, c'est pas pour rien. Sami Zayn, c'est honteux. Si l'implication de Bronson Reed, qui est censé affronter Seth Rollins une bonne fois pour toutes du côté de Monday Nitro, va convaincre l'architecte à rejoindre la Bloodline, j'avoue, il en faudra plus pour nous convaincre. Il en faudra beaucoup plus. Alors, j'attends un swerve. Même si c'est Bronson Reed côté Bloodline de Solo Sikoa et pas Seth Rollins côté Bloodline de Roman Reigns, qui sera le 5e homme? J'ai envie de croire. Dans le ring, il y a Jey Uso qui va dire à Roman Reigns, je pense que j'ai pas pris de screen, qui va lui dire maintenant, il n'y a plus à réfléchir, il faut que tu l'appelles. Il faut que tu lui passes un coup de fil. Et de qui il parle? Nous le découvrirons plus tard. Kevin Owens, lui, il n'a pas passé de coup de fil, mais il a enregistré une petite vignette pour dire qu'il sera la semaine prochaine. Et Cody Rhodes, c'est pas contre toi, c'est Randy Orton, il m'a appelé, il m'a provoqué pour une bagarre. J'étais à la bagarre, j'ai gagné la bagarre, j'ai rien fait de mal. J'ai fait mon métier, et je suis suspendu pour avoir fait mon métier. Kevin a raison. Tu vois, on est vraiment dans ce truc où il y a une origin story de zinzin pour Kevin Owens. Le personnage est tout en subtilité, ça lui va très très bien. C'est le rôle où il performe le plus. Il est persuadé d'avoir rien fait de mal. Et il est indignement suspendu. Il voit des complots. Qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous? Match pour les championnats par équipe. Où nous avons d'un côté les Motor City Machine Gun contre les Street Profits. On a eu le droit à 12 minutes d'action. Très honnête, très correct entre les deux équipes. Même si les confrontations comme ça, mid-card, tag team, babyface contre babyface, ça prend timidement toujours avec le public. Et je suis pas encore totalement rentré dans ce train Alex Shelley, Chris Sabin à la WWE. C'est très très cool, c'est 2 catcheurs que j'adore. Je suis grand fan des Motor City Machine Guns, mais j'arrive pas encore véritablement à m'habituer aux Motor City Machine Guns dans à la sauce WWE. Mais ça raconte des trucs et justement on met de la subtilité. Le match va être interrompu par une intervention de Tommaso Ciampa. Johnny Gargano va venir s'interposer. Ciampa, il en a eu marre. Il est venu attaquer tout le monde de ce fait disqualification. Il a gâché de ce fait l'opportunité des Street Profits. Il est en train de péter un câble, Tommaso Ciampa. Gargano tente de le raisonner, lui disant putain, mais là tu te comportes vraiment n'importe comment. Et Ciampa n'est pas gérable. Il pousse Gargano, il se barre. Gargano reste pantois. On est dans une situation de chaos dans cette mid-card. Vraiment, le move autour d'un Tommaso Ciampa qui a une dégaine de zinzin, une shape incroyable avec son jean et tout là. On est sur un Ciampa très intéressant et juste cette attention sur Ciampa redynamise totalement la dynamique autour de ces titres par équipe.
je suis plutôt très très hype. J'espère que la décision sera d'organiser un match entre ces 3 équipes, non pas pour un épisode de SmackDown basique, mais bien pour un PLE. Hein. Foutez ça au Survivor Series par pitié. Hein. Ça mérite d'être sur une belle affiche. Continuer cette construction, c'est plutôt bien. Et surtout, ce qui va beaucoup plus, c'est que dans l'aftermatch, les Motor City Machine Guns sont venus s'excuser auprès des Street Profits. Et ça n'a pas plu Angelo Dawkins. Angelo Dawkins, il a décoché une baffe à Alex Shelley. Et on n'est pas reparti bien copains. On n'est pas reparti en bon terme. C'est plutôt intéressant. C'est bien. C'est vrai que c'est pas le délire de Hunter hein, d'organiser un tel match autour de la division par équipe, mettre des championnats par équipe en jeu comme ça en pay-per-view. Je pense que ça sera SmackDown. J'aimerais que ça soit les séries, mais je pense que ça sera SmackDown. Bayley et Naomi. Bayley, elle vient encourager sa pote Naomi. Naomi, elle la félicite pour s'être qualifiée dans le tournoi pour le titre des États-Unis. Et Bayley, elle va dire à Naomi, sœur, Io Sky, je sais que t'as célébré avec, mais méfie-toi d'elle, il y a un passé. On rattrape peut-être la petite boulette qui a été faite du côté de Monday Nitro, parce que Io Sky, qui fait alliance avec Naomi et Jet Cargill et Bianca Belair, ça ne fait aucun sens. Aucun sens. Bianca Belair et Naomi, elles sont censées détester Io Sky, mais elles ont dansé avec elle comme si de rien n'était, merci. Mais ça a été vite désamorcé, puisque Jet Cargill et Bianca Belair sont arrivés. Bayley est pas hyper en confiance avec elle, je sais que c'est les potes de Naomi, elles viennent encourager Naomi, elles font pas vraiment de référence à Io Sky, mais j'espère que ça sera creusé et utilisé pour le Monday Nitro suivant, le SmackDown suivant, etc. Parce que Io Sky, avec ces filles-là, ne fait pas beaucoup de sens pour les Wargames, on l'avait dit, on le redit, et on se verra ça. Petit indice quand même glissé, comme quoi le message a été entendu, peut-être, de la part des scénaristes. La semaine prochaine, Bianca Belair, donc au premier tour pour le championnat des États-Unis face à Chelsea Green et Blair Davenport qui était quand même porté disparu. Face à face, Cody Rhodes, Kevin Owens, j'ai hâte. Ça peut être un excellent segment au micro. Est-ce que ça partira en couille? Est-ce que Kevin Owens va tenter le pile driver sur Cody Rhodes? On le découvrira. Et nous sommes prêts pour le main event. Nia Jax défend le championnat WWE Women contre Naomi. On est parti pour 14 minutes d'action. C'est bien entendu sous les yeux de Bianca Belair et de Jet Cargill qui encouragent allez Naomi, allez. Et aussi de Tiffany Stratton qui surveille tout ça avec sa mallette en main, bien sûr. Elle est toujours du côté de Nia Jax, qui est sa bestie, qui est sa pote. Et pour justifier la non-intervention à la fin de Bianca Belair et de Jet Cargill, elles vont se faire attaquer backstage par les lutteuses de Monday Nitro pour toujours mettre de l'emphase sur ce match des Wargames féminins qui tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Raquel Rodriguez et Liv Morgan sont venues attaquer les championnes par équipe, comme ça. Elles les ont couchées en 2-2, mais en plus elles n'ont pas d'objet, elles n'ont rien. On a juste eu ce plan où elles avaient buté les meufs, on sait pas comment. Plutôt facile, plutôt pas mal. Bilan carbone, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, écoutez, c'est là. Naomi, à un moment donné, elle repousse Nia Jax dans le ring. Elle se bat bien, Naomi. Hein. Franchement, elle a été je trouvais une très très bonne challenger et elle a montré du bon catch avec Nia Jax. Pas tout le monde a une bonne chimie, une bonne complicité avec Nia Jax dans le ring. Et je trouvais que Naomi, en fait, ça a fait le café pendant quasiment l'intégralité du match. Tiffany Stratton s'en est mêlée dans le dos de l'arbitre, mais Tiffany Stratton, ça va se retourner contre elle un petit peu plus tard. Attention, il y a eu le move de l'année. Un move qu'on voit beaucoup, un move qui est pas forcément cohérent, mais que je vois beaucoup. Que j'ai vu du côté de TNA, que j'ai vu dans plein de compagnies. Je crois que chez AEW, des filles l'avaient fait aussi. C'est le body slam contré depuis la deuxième corde, retourné. Ah putain, mais attendez, je sais qui l'avait fait. À All In, ils le font avec Mercedes Moné et Britt Baker. Ils avaient fait ce spot là. Renversé pour aucune raison par un body slam de Naomi. Elle arrive à faire chuter de ce fait Nia Jax. C'est bizarre à décrire. Donc Tiffany Stratton, elle retente de distraire Naomi. Et Bayley arrive par derrière. Pam, elle se débarrasse Bayley de Tiffany Stratton. Naomi, elle enchaîne tous ses moves, elle fait le split leg moonsault, dégagement contre 2-2 pour Nia Jax qui résiste. Et là, Candice LeRae, parce qu'elle veut retenter le move Naomi, Candice LeRae, elle arrive, elle se débarrasse de Bayley. Candice qui vient encore une fois aider Nia Jax et qui va, après cette distraction, permettre à Nia Jax de porter un Samoan Drop depuis la deuxième corde. Son Banzai Drop, on n'en parle plus. Nia Jax est toujours championne grâce à Candice LeRae qui pose avec elle. Il n'y a pas d'échange tant d'axes d'ailleurs de regard entre Candice LeRae et Tiffany Stratton. Ça a l'air d'être la bonne vibe, la bonne entente. Est-ce que le match féminin des Wargames se transformera en 5 contre 5 ? Là ça peut peut-être devenir intéressant si ça devient un 5 contre 5 parce qu'on peut mettre Candice LeRae côté équipe des Heels et pourquoi pas essayer de jouer avec Bayley côté des Babyface et de mettre, tu vois,
un peu le focus sur la réunion, vont-elles pouvoir coexister, Bayley, Io Sky. Ça peut être peut-être un peu intéressant, un peu intriguant pour le coup. Mais attention, SmackDown ne va pas se terminer là, et on va parler du téléphone. On va en parler de ce putain de téléphone. On a ce plan final sur Roman Reigns, cheveux détachés, qui prend une inspiration, tu vois, il y a un petit côté mal au dos, il s'est fait casser la gueule, mais qu'est-ce que ça fait du bien de s'asseoir dans ce fauteuil qui m'a l'air en effet plutôt confortable, de sortir son téléphone et de dire distinctement ces quelques mots. Ok Google, ok Siri, comme vous voulez. Appelle le Wise Man. Le Wise Man. Mais qui est ce Wise Man? Mais bien évidemment, c'est Paul Heyman. Et là... Le numéro de votre interlocuteur n'est pas attribué. Oh, quel effet spécial incroyable, Sturi, mais tu fais ça à la bouche. Mais oui, bien sûr. Et là, donc de ce fait, c'est la consternation. Roman Reigns découvre que le numéro de Paul Heyman, son conseiller, n'est plus attribué. Et l'épisode s'arrête là avec un Roman Reigns circonspect. Mais il a changé de numéro. Alors là, on a fait les blagues sur Internet. On a dit, mais oui, mais vous savez, Solo Sikoa, il avait cassé le téléphone de Paul Heyman. Et là, tout le monde a dit, mais c'est du génie. C'est du storytelling à long terme. Vu qu'il a cassé son téléphone, le numéro n'est plus attribué. Alors, est-ce que vous savez comment marche un téléphone? Est-ce que vous savez qu'on peut rééditer des puces pour garder le même... Si la puce a été endommagée, vous savez qu'on peut rééditer des puces et garder le même numéro. Après, on sait que même en changeant de forfait téléphonique, on peut conserver son numéro. Plein d'opérateurs le proposent. Eh bien, non. La logique, c'est pas il a cassé le téléphone portable. La logique, c'est que Paul Heyman avait menti en disant oui, je me suis entretenu avec Roman Reigns, mais c'est pas vrai. Vous vous souvenez de ça? C'était un peu la déception. En fait, il avait plus de contact. En fait, Roman Reigns n'avait plus donné de signe de vie à Paul Heyman depuis le mois d'avril, et il a probablement été vexé. Et puis Roman Reigns, il n'a pas été là pour sauver Paul Heyman quand il s'est fait attaquer par Solo Sikoa. Il a rien fait pour lui. Donc peut-être qu'il était pisse, peut-être qu'il était déçu, qu'il a changé de numéro et qu'il veut oublier Roman Reigns de sa life. La réponse est là. La réponse est ici. Voilà. C'est ça la logique. Et c'est ça qui a été raconté sur du long terme. Alors, cassez-moi pas la tête avec les téléphones là. Quoique, il y a un autre indice qui n'a absolument pas échappé à la vigilance des internautes et des fans de catch. Un indice qui s'est passé plus tôt dans la soirée. Quand Solo Sikoa a fait son arrivée, que notre œil était... Pardon, par là-bas. Il était attiré par cette arrivée de Solo Sikoa dans cet écran Inception dont on a parlé. Un moment aussi fort dans cette storyline que la fois où Robbie McAllister a chié dans l'urinoir. Les amis, désolé YouTube si vous n'avez pas la ref. Les amis, distinctement, on a vu Sami Zayn sur cette image sortir un téléphone de sa poche. Là, il est dans sa main. Et discrètement, ce téléphone, il va le jeter sur le canapé. Tout le monde l'a vu. Ce téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce téléphone? Pourquoi il y a un téléphone? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pourquoi Roman Reigns ne s'est pas rendu compte que c'était pas son téléphone. Pourquoi il a essayé d'appeler avec un téléphone qui serait pas le sien? Qu'est-ce qui vous dit que Roman Reigns n'a pas utilisé son propre téléphone et pas celui-là? Mais pourquoi Sami Zayn a foutu un téléphone sur ce fauteuil, sans aucune raison? Qu'est-ce qui se passe? C'est une télécommande. C'est celui de Paul Heyman. Il a changé... C'est Sami Zayn qui a changé le numéro. Et qui a dit... Il a changé le numéro, mais c'est-à-dire qu'il connaît le code, PIN, le truc pour déverrouiller le téléphone de Roman Reigns. Quoi? Vous êtes fous? C'est un pocket Wi-Fi. Sami le traître. Sami ne veut pas de Paul Heyman. Sami a des bonnes raisons de ne pas vouloir de Paul Heyman. Pour des questions d'ordre de cadre qui concernent le monde, la géopolitique, mais certainement pas la WWE. Beaucoup trop d'informations et beaucoup trop de détails. Posés comme ça, des indices. Qu'est-ce qui se passe? Nous le saurons au prochain épisode de SmackDown. J'espère que cet épisode vous a plu, que cette review vous a plu. Merci en tout cas de m'avoir écouté sur Internet, sur YouTube, sur Twitch. Sur Twitch en direct. Ah ouais, Paul Heyman, il avait 2 téléphones. Un téléphone pour Roman Reigns et un téléphone pour The Rock. Ah, on verra bien. Très bien. Chers amis, c'est tout pour WAM. Restez forts. À la prochaine. Raw Recap dans son format traditionnel qui sortira ce mardi. Restez forts, ciao, bye bye.